et saucisson Henri Raffin. Charcuterie familiale depuis 1937. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Soyez les bienvenus sur France 3 Alpes. Dans ce journal, nous irons à l'Alpe d'Huez où le soleil a brillé comme un peu partout aujourd'hui. Les skieurs s'en sont donnés à cœur joie et vous verrez que cette semaine de vacances a commencé dans la bonne humeur. De la bonne humeur, il y en avait aussi à Annecy qui fêtait ce week-end de son traditionnel et incontournable carnaval vénitien. L'occasion d'admirer des masques et des costumes absolument magnifiques. Et puis comme chaque dimanche, nous parlerons sport avec Maxence Regnault. Oui, on parlera essentiellement de hockey et de rugby ce soir. De hockey parce que c'était le début des playoffs pour Grenoble, des playdowns pour Morzine et Chamonix. De rugby, eh bien parce que le FCG accueillait hier soir le leader du top 14, le Racing Métro. Mais on verra que le rugby, eh bien, ça se joue également sur la neige. Toute cette semaine, il y a eu le tournoi des 6 stations et ce sera notre dossier de la semaine. Merci Maxence, on vous retrouve donc tout à l'heure. On va ouvrir ce journal avec une commémoration ce matin à Grenoble, un hommage aux soldats engagés dans la bataille de Verdun, un affrontement terrible entre Français et Allemands qui a débuté il y a tout juste 100 ans, le 21 février 2016. Au total, 300 000 soldats des deux camps ont péri et 400 000 ont été blessés. Reportage de Céline Serrano et Christelle Nicolas. Chants d'époque, récits historiques et témoignages de poilus rappellent l'épouvantable bataille de Verdun qui débutait il y a 100 ans, allait durer 10 mois et tuer atrocement presque autant de soldats allemands que français. Très grosse ville de garnison à cette époque, Grenoble a envoyé plus de 20 000 soldats dans ses tranchées. Un soldat du 140e régiment d'infanterie de Grenoble écrit en septembre 1916. Nous avons attaqué 2 fois. Et 2 fois nous avons été repoussés. Tu parles si on y laisse des plumes. Ce n'est pas la même chose qu'avant, tout le monde claque, aussi bien les chefs que les soldats. On peut chiffrer à peu près à 20 000 le nombre de soldats qui sont passés à Verdun et qui appartenaient au régiment grenoblois. Sachant que les régiments grenoblois n'avaient pas que des grenoblois. Par exemple, il y avait Jean Giono, qui était évidemment de Manosque, qui a combattu à Verdun au sein du 140e régiment d'infanterie et qui a raconté dans ses écrits d'après-guerre ce qu'il a vécu à Verdun. Peur de sortir, peur de me... Lues par les élèves de l'école des pupilles de l'air, les lettres de soldats évoquent toute l'immense détresse et l'horreur vécue par ces tout jeunes hommes. Je suis épouvantée devant ce gigantesque charnier et suffoquée par l'odeur qui s'en dégage. À perte de vue, la terre est recouverte de cadavres. Tout est changé. Les vivants sont sous terre et les morts sur la terre. Lucien Jourdan. Les commémorations de ce centenaire se poursuivront par une exposition dans le hall de l'hôtel de ville qui rappelle le rôle important des productions locales dans l'économie de guerre, origine de l'industrie chimique de la région. Au chapitre des faits divers, le corps d'un homme a été retrouvé en fin de matinée à la confluence de l'Isère et de l'Arly à Albertville. Le médecin qui accompagnait les sapeurs-pompiers sur place n'a pu que constater son décès. On ignore pour l'instant l'identité de la victime et les circonstances de ce drame. Et puis la grève SNCF se poursuit jusqu'à demain. Elle aura donc duré 4 jours. Elle impacte le trafic des trains régionaux. 8 liaisons TER sur 10 seront assurées en moyenne demain sur le réseau. Mais attention, les dessertes périurbaines de Grenoble, de Lyon et de Chambéry ne seront que partiellement assurées. Toutes les précisions sur notre site alpes.france3.fr. Le soleil, la neige et le ciel bleu, cette journée dominicale a procuré beaucoup de bonheur aux vacanciers, aux skieurs et aux amoureux de la montagne. Les conditions étaient absolument idéales. Exemple à l'Alpe d'Huez, Tiffaine Honoré et Cédric Lepoitevin. Aux premières loges pour prendre le soleil. À plus de 2000 mètres d'altitude, les températures sont printanières, parfait pour un premier jour de vacances. And it's fantastic weather. Yeah, best ever. Certains trouvent quand même à redire. Je crains que si ce beau temps perdure, on se retrouve avec une neige qui ne soit pas l'idéal. Mais bon, en même temps, j'allais dire, on ne peut pas tout avoir.
Et avec une météo clémente, la station fait le plein. Le taux de remplissage dépasse les 80%. Ça se passe très bien parce que d'abord il y a énormément de neige, il y a beaucoup de soleil, les vacanciers viennent d'arriver, ils sont arrivés hier, c'est souvent leur première journée de ski. Il y a beaucoup de monde effectivement, puisqu'on est sur les grosses zones, Rhône-Alpes plus Paris. Donc c'est un très bon démarrage pour cette semaine pour nous tous. Alors une journée comme aujourd'hui avec le temps qu'il fait, ici à l'Alpe d'Huez, on s'attend à voir beaucoup de personnes à venir également à la journée, à l'office de tourisme. On espère dépasser les plus de 20 000 personnes sur les pistes. Les terrasses des restaurants se transforment en solarium. J'ai mis de la crème solaire quand même. Heureusement, oui, parce que sinon il fait très beau aujourd'hui. Oui. C'est du simple au double, voire plus. Les conditions météo d'aujourd'hui nous garantissent une fréquentation énorme toute la journée. Après des jours de gris, tout est permis, comme voir la station depuis le ciel. Les conditions de vol sont idéales. C'est le top du top. Il y a quelques temps on n'avait pas eu ça. Bon, on est au début des Alpes du Sud. À l'Alpe d'Huez, on a souvent ce beau temps. Mais alors aujourd'hui, il fait chaud. Il y a un soleil, un ciel bleu, de la neige. Quoi demander de plus, de bonnes conditions pour faire des biplaces. C'est décidé, Geneviève, 67 ans, en profite pour faire son baptême de l'air. C'était hier que je l'ai sauté, puis on m'a dit attendez aujourd'hui ça va être super, et effectivement, alors que je me languis d'y être. Ça fait 2 ans que j'attends ce parapente. Il y avait toujours la météo qui ne convenait pas. Alors c'est un grand jour pour moi aujourd'hui. Comme elle, une trentaine d'autres vacanciers ont pris le chemin des airs aujourd'hui et ils ont bien fait. Dès demain, les nuages devraient être de retour. Oui, parmi les activités qui séduisent en cette période de vacances d'hiver, on va faire maintenant une promenade unique aux allures de Grand Nord canadien. La balade en chien de traîneau est en effet la grande tendance du moment, une discipline qui se pratique à la fois dans les Alpes et en Auvergne, comme nous le montre ce reportage signé Étienne Prigent et Florian Litzler. Allez, ok les chameaux! C'est leur terrain de jeu. Et aujourd'hui, celui aussi de la famille de Courty. 1 heure de balade en chien de traîneau, un baptême sur le plateau des saisies avec en fond le Mont Blanc. Comment ça se passe? Génial! Vitesse moyenne, 10 à 20 km/h pour profiter au mieux du paysage, tout en appréciant la glisse dans une poudreuse abondante. Ça va Alban? C'est bien? Ouais? T'endors pas, hein? Regardez, on voit la station, on voit le clocher. Une promenade tout confort qui demande malgré tout la participation des passagers. Droite! Ok! Penchez-vous à droite s'il vous plaît. Sans quoi, c'est la sortie de route assurée. Il y a un peu d'effort quand même, lancer un peu son corps de droite à gauche. Moins que les chiens, c'est sûr. Oui, moins que les chiens. Mais non, c'est une super sensation. Mais moi aussi. C'est passé! Ça va Alban? Aux commandes de l'attelage, Ok les chiens! Elsa Jougla propose ses baptêmes depuis 4 ans. Et les clients ne manquent pas. C'est complet. Actuellement, là, c'est complet jusqu'au 15 mars. Voilà. Pour l'activité baptême, les gens se passionnent vraiment pour les chiens de traîneau. Il y a un véritable attrait. Il y a 30 ans, la France comptait 5 mushers professionnels contre 150 aujourd'hui, certains diplômés d'État comme Elsa Jougla. Mais face à cet engouement, ils ne sont pas assez nombreux pour répondre à la demande, alors d'autres se lancent, comme ici en Auvergne, où des stagiaires suivent une nouvelle formation et la concentration est mise à rude épreuve. C'est l'euphorie, autant pour nous que pour eux. Donc on est obligé de monter un peu dans les watts, ou alors il faut les faire taire. Ça, c'est le plus compliqué quand on a 60 chiens. Hey! Oh! Oh! Stay! Discipline et sécurité. Car si beaucoup pratiquent déjà l'activité, ils ne sont pas forcément habilités à transporter des passagers. Tu verras, ça va garder ta courbure comme ça. Jamais ça passe sous ton traîneau. Jamais. Et il manque parfois de technique. Moi, perso, me perfectionner et apprendre ce que je ne sais pas encore. Certaines techniques quand on est en balade, donc, notamment ce qu'on a vu hier, les dévers, quand ça penche, éviter les obstacles et bien gérer quand on a pas mal de poids dans le traîneau. Ensuite, ne reste plus qu'à laisser opérer la magie d'une immersion en pleine nature. Pour un baptême, comptez une 50aine d'euros par personne.
Allez, on passe au sport et Maxence, on commence par le hockey sur glace. C'est le début des playoffs pour les Brûleurs de Loup. Eh oui, les Grenoblois, 4e de la saison régulière, sont opposés au 5e qui n'est autre que Rouen. Alors, c'est une confrontation au meilleur des 7 matchs, c'est-à-dire qu'il faut en gagner 4 pour atteindre les demi-finales. Mais en finissant 4e, eh bien, Grenoble s'est offert l'avantage de la glace. C'est donc à Pôle Sud que tout a commencé. C'était vendredi soir et ça a plutôt mal commencé justement avec une défaite 4-2. Les Grenoblois se sont fait piéger, il fallait donc réagir très rapidement et pourquoi pas dès le deuxième match à domicile. C'était hier soir. Résumé de cette rencontre avec Jordan Guéant et Maxime Kemener. 21h48 en milieu de match, Grenoble enfin mène au score pour la première fois depuis le début des playoffs. Une voie de courte durée, 5 minutes plus tard Rouen égalise puis l'emporte 4-3. Cruel mais logique. Ça aurait été bien de gagner, tout le monde veut gagner. Il n'y a pas un joueur qui se dit bon, c'est dommage. Oui, on n'est pas stupide, on aurait aimé gagner. De ce match, on ne pourrait retenir que 2 mots: powerplay, supériorité numérique. Plus de 20 minutes durant, les Grenoblois ont joué à 5 contre 4, voire même à 5 contre 3, mais sans jamais marquer durant ces phases. Une stérilité anormale payée cash. On va travailler là-dessus, on va faire un peu de vidéo, puis peut-être un peu être plus patient, mais en même temps un peu plus décisif, pas trop penser, puis aller un peu plus à fond. Car les Rouennais, sans être impressionnants, ont été plus hargneux, parfois même trop. En témoigne cette charge violente et gratuite sur le Grenoblois Mathias Arnaud. La hargne et l'efficacité. En 3 powerplay, les Normands ont marqué 2 fois, suffisant pour condamner Grenoble à l'exploit. Maudit quart de finale que les Brûleurs n'ont plus passé depuis 2012. Je crois pas aux malédictions. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas passé ce tour. Maintenant, la série est loin d'être finie. C'est compliqué de gagner 4 matchs en quart de finale pour chaque équipe. Donc voilà, la série est encore longue. Pour échapper à la malédiction, Grenoble doit encore travailler et aller gagner au moins 2 fois en Normandie. Une sacrée mission, même si cette saison, les Brûleurs ont été meilleurs à l'extérieur. Ah, c'est difficile ce début de play-off pour les Grenoblois. Maxence, il y a également une lutte pour le maintien. Oui, et ça concerne 2 clubs des Alpes, Morzine et Chamonix. Les Chamoniards qui ont idéalement lancé cette phase décisive en s'imposant 4-1 face à Briançon. Morzine a en revanche cédé en prolongation face à Lyon, une défaite 4-3. On va le voir, le classement de la poule de maintien. Bien, Chamonix est 2e, Morzine 4e. Alors, il n'y a eu qu'un seul match, mais vous le voyez, déjà beaucoup de points. C'est normal. C'est la formule qui est un petit peu compliquée. On conserve tous les résultats de la saison régulière entre ces équipes et pour l'instant ça sent bon pour nos représentants, mais il reste encore 9 matchs. On passe au foot maintenant, Maxence, avec un nouveau match nul pour Évian-Thonon-Gaillard. Oui, les Hauts-Savoyards qui recevaient Bourg-en-Bresse vendredi soir. Tout s'est passé dans le premier quart d'heure de la rencontre. On le voit sur ces images. C'est d'abord Kevin Augas qui va venir placer sa tête pour ouvrir le score. 1-0 après seulement 6 petites minutes de jeu. Mais les joueurs de Bourg-en-Bresse vont égaliser seulement 5 minutes plus tard sur cette magnifique frappe à 25 mètres de Jason Berthomier. Magnifique. 1-1 score final, ça ne bougera plus. Et au classement, les joueurs d'ETG gagnent une petite place. Ils sont désormais 14e. Maxence, on change de ballon, on passe au rugby maintenant avec le FCG Grenoble donc qui recevait hier le Racing 92. Oui, Bernard, des Grenoblois en forme, vaincu depuis 2016. Mais hier soir, c'était le début d'une série beaucoup plus compliquée qu'en janvier. Au menu, le Stade français, Clermont-Toulon. Et en guise de mise en bouche pour ces 4 prochains matchs, c'était hier soir le Racing Métro, le leader de Top 14 avec la classe, Dan Carter. Résumé de cette rencontre avec Jérôme Ducrot et Cédric Le Poitvin. Un match renversant. Le suspense aura duré jusqu'au bout. Le FCG mène 3-0 à la 15e minute de jeu, mais les Racingman vont inscrire 3 essais, coup sur coup. Dans les tribunes, tout le monde pense que le match est plié. Les Grenoblois vont se rebeller et retourner la situation. Le Haut-Savoyard Loïc James marque un premier essai. Percival un deuxième. Vignieski, l'ouvreur grenoblois, est réglé comme un métronome. Le FCG mène 26-21
à la pause. Dans la deuxième période, Wieniawski enchaîne les pénalités. Les Grenoblois vont mener 35-24. Mais en 2 minutes, les leaders du top 14 renversent la vapeur. Et Dan Carter, malin comme un singe, va prouver pourquoi il est le meilleur joueur du monde. Le Néo-Zélandais donne le coup de grâce, 35-39, score final. Je pense qu'on avait vraiment l'opportunité de gagner ce soir et à cause de ce relâchement, ça nous coûte cher et du coup on est un peu triste ce soir. Mais malheureusement, le résultat est cruel, mais il n'est pas injuste. Donc voilà, on n'a pas su tenir cette rencontre qui nous échappe finalement à 10 minutes de la fin sur des erreurs grossières. Et il manque encore un petit peu de maturité à cette équipe pour pouvoir être capable de battre les meilleurs. 10e au classement du top 14, le FCG se déplace au Stade Français la semaine prochaine. Ouais, un point de bonus défensif, c'est toujours bon à prendre, Maxence. Ouais, puisque je vois que le rugby, ça vous passionne. On va continuer d'en parler, mais avec la version alpine cette fois du rugby, de la neige. Ça s'appelle le tournoi des 6 stations. Valmorel, Val Thorens, La Clusaz, avec des grands noms du rugby comme Serge Betsen. Sujet Ovalie dans la poudreuse avec Christelle Nicolas et Eric Achard. Disons qu'ils ne sont pas venus pour enfiler des perles, comme on dit dans notre jargon. Là, on prend Simon Shaw ce soir, donc à mon avis, il va falloir faire attention. Des amateurs, des professionnels de la neige, un ballon ovale. Bienvenue dans le tournoi des 6 stations. Du rugby, comme on en voit rarement. À 7 contre 7 dans la poudreuse, 6 stations alpines se défient pour la gloire des sommets. 4 pros, 6 amateurs par équipe, une lutte âpre qui ne fait aucun cadeau. Attention, on doit attendre. C'est vrai que ça peut faire mal, mais s'ils ont le temps de voir que c'est un amateur en face, ils font un petit peu plus attention ou pas. Malgré tout, l'esprit de compétition demeure et donc forcément, quand on est sur la pelouse, j'allais dire, en tout cas sur le front de neige, on s'y file, comme on dit, et voilà, on ne s'économise pas. Il n'y a pas beaucoup de plaquage ici, mais c'est dur parce qu'on glisse tout le temps et on a froid, les mains sont froides. C'est donc ça la spécificité du rugby sur neige. Du froid, des appuis hasardeux, bien loin des classiques de Sa Majesté, mais surtout face à ces pros des habitués de l'Ovalie sur glace. C'est vrai qu'on a un petit avantage parce que nous, on est la neige, on est souvent confronté à des terrains enneigés et c'est vrai que et puis jouer aussi en altitude. C'est un peu lourd pour les jambes et combattu le lendemain. Mais le troisième meeting, il s'occupe de tout. On l'aura compris, Byron Keller n'a plus ses jambes de 20 ans, mais peu importe, ce tournoi des 6 stations, c'est avant tout une grande fête. Une semaine dans les stations de Savoie et Haute-Savoie entre ski, public, 3e mi-temps et bien sûr, un peu de rugby. Un côté fun, un côté fou, regrouper les joueurs, que ce soit les internationaux, les joueurs amateurs, il y a une notion de partage incroyable, c'est d'animer les stations de ski aussi. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça, faire plaisir aux spectateurs, faire plaisir aux joueurs, se faire plaisir à soi-même. Et en se faisant plaisir, les 60 rugbyman du tournoi ont également joué solidaire. 2 associations comblées et un hommage à l'un des grands monsieur de Morillon, Antoine Deneria, devenu champion olympique il y a 10 ans déjà. Maxence, pour finir, un résultat de handball, Chambéry jouait en Coupe d'Europe. Ah oui, le club savoyard qui est allé faire un match nul 25 partout à Bucarest et c'est un point qui permet à Chambéry de prendre la tête de son groupe avec 3 points et 2 matchs de jouer déjà. Merci beaucoup Maxence, à bientôt. On parle cinéma maintenant avec la 4e édition du festival Jeune Public Voir Ensemble au Méliès de Grenoble. Pendant 10 jours, vous pourrez découvrir des films inconnus ou restaurés de toutes les époques et de tous les coins du monde. Et pour ouvrir ce festival, le Méliès projetait mercredi un premier film tout en haut du monde en présence de son réalisateur Rémi Chaillet. Un film made in France qui propose un voyage absolument magnifique. Regardez, c'est signé Jean-Christophe Pain et Franck Serroni. Le Méliès a dû refuser du monde,
qui voulait s'en aller voir tout en haut du monde. C'était la première séance, la salle sentait bon l'enfance, ainsi le voyage commence. C'est l'histoire de Sacha, une jeune aristocrate russe, fascinée par son grand-père. Un explorateur jamais revenu de sa dernière expédition, la conquête du pôle Nord. À 15 ans, Sacha part sur les traces de son grand-père disparu. Elle va au pôle Nord pour chercher son bateau. Et elle a fait une fugue parce que ses parents ils ne voulaient pas. Pourquoi vous avez choisi cette histoire? Moi j'ai eu un grand-père à qui j'ai pas pu parler et qui a disparu trop tôt. Et j'ai gardé comme ça l'idée que c'était quelque chose d'important de faire parler les grands-pères. Il est où le pôle Nord alors? Tout en haut du monde. Il y fait très froid et c'est un vrai désert. Ça m'a fait du bien de voir ce film parce que j'ai perdu ma mamie il y a 1 mois et j'ai pas connu mes grands-parents et j'ai pas connu mon autre papy. Moi j'ai trouvé ça génial, très poétique, vraiment. On avait l'impression d'y être. Après moi je suis très sensible aux films comme ça. Enfin j'ai pleuré plusieurs fois. Tout en haut du monde et tout plein d'autres films venus du Japon, de Cuba, de Suède. Le festival Voir Ensemble, c'est au cinéma Le Méliès jusqu'au 28 février. Et on finit ce journal avec une explosion de couleurs. Le carnaval vénitien d'Annecy avait lieu pendant tout le week-end. C'était en fait la clôture d'une semaine placée sous le signe de la fête et de l'Italie. Reportage dans les rues d'Annecy, signé Joël Serroni et Yves Mariglot. Des costumes, des canots et des ponts pris d'assaut par la foule, on se croirait presque à Venise. C'est pourtant au cœur des Alpes, à Annecy, que depuis 20 ans se rassemblent des masques venus de toute l'Europe. Cette année, ils sont 450 environ à déambuler dans la ville et sur les bords du lac. Parmi ces anonymes, il y a Claudie, l'une des pionnières. Ce carnaval a été une idée formidable de le créer parce que c'est une situation extraordinaire dans la Venise savoyarde. Et tout de suite, il a pris une ampleur formidable. On a tout de suite été une quarantaine et voilà, ça croît chaque année. Le groupe d'amis couturières des origines était bien loin d'imaginer rivaliser un jour avec les plus grands carnavals. Même les Italiens viennent jusque-là pour parader dans les costumes qu'ils portaient il y a quelques jours sur la Piazza San Marco. Ce sont des choses complètement différentes, mais c'est très joli aussi ici, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a aujourd'hui beaucoup de soleil, donc c'est merveilleux, oui. Mais pas de gondole. Pas de gondole, mais ça va quand même, hein. Une multitude de photographes traquent la pose idéale. Les masques se prêtent volontiers à l'exercice et distribuent leurs cartes de visite, comme un contrat entre l'artiste et son modèle. On reçoit beaucoup de photos par Internet ou des CD, des centaines de CD, ce qui est très très agréable. Et il m'est arrivé de recevoir des photos du Japon, un book fait par un Japonais qui m'avait filmé à Venise, et c'était très joli. Ils sont de plus en plus nombreux à succomber au charme des déambulations. Le carnaval est-il en passe de devenir une tradition nationale? Pas surprenant quand on sait qu'à Venise, 4 masques sur 5 sont portés par des Français. Allez, avant de se quitter, on ne résiste pas au plaisir de vous montrer des images de bonheur, celui des skieurs et des vacanciers qui ont pu s'en donner à cœur joie aujourd'hui dans les stations de notre région. Vous le voyez, la neige est excellente, le soleil brillait, le ciel était bleu, des conditions absolument excellentes pour profiter donc des joies de la montagne, des vacances qui commencent donc sous les meilleurs auspices. Malheureusement, demain et mardi, le temps va un peu se gâter. C'est la fin de ce journal. Demain à midi, Daniel Des